RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite à les titres. Les forces loyalistes attaquées dans leur position, selon le porte-parole du gouvernement à Patrick Mouyaya, le M23 a rompu le cessez-le-feu qu'il avait déclaré le 3 février 2025. Un dévoilement ce 5 février 2025 du pacte social pour la paix de la Senko et le CC, une initiative des chefs de l'église catholique et protestante pour sortir le pays de la crise. Monseigneur Abbé Cholet et le révérend Éric Senga de l'ECC l'ont expliqué à la presse. Et le site devant accueillir les activités de la réserve armée de la défense déjà disponible pour la formation des jeunes volontaires patriotes pour 45 jours. Le général-major Godas Soupa, chargé de mobilisation et recrutement, est déjà sur place à Béni au Nord Kivu pour exécuter la mission lui confiée par le chef de l'État visant à encadrer la jeunesse. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les combats ont repris dans le sud Kivu. Ils opposent l'armée congolaise et ses alliés au M23 et aux militaires rwandais. Des combats qui se concentrent autour de la localité de Nyabibwe dans le territoire de Kaléé. Les positions des FARDC ont été attaquées, affirme Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, qui ajoute que le M23 a rompu le cessez-le-feu qu'il avait lui-même unilatéralement déclaré le 3 février 2025. La réserve armée de la défense RAD en sigle a disponibilisé ce mercredi 5 février le site devant accueillir les activités pour la formation des volontaires de la défense de la patrie. Le général-major Godas Soupa, chargé de la mobilisation et recrutement de la RAD, qui a présidé la cérémonie, a indiqué que le chef de l'État tient la formation des jeunes. Ce centre est installé au sein de la réserve armée de la défense au Nord Kivu et se prépare pour la formation de ces jeunes volontaires patriotes pour une durée de 45 jours. Suivez à cet effet les détails dans ce reportage. C'est le coordonnateur adjoint en charge des mobilisations recrutement de la réserve armée de la défense qui a lancé officiellement les activités pour la formation des volontaires pour la défense de la patrie en présence des chefs traditionnels de la chefferie des Bachou dans les territoires de Béni au Nord Kivu. Ici, les général-majors Godas Soupa lancent un appel patriotique à ces jeunes volontaires qui veulent appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo au front contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Nous sommes ici dans la province du Nord Kivu et je suis là pour la formation des volontaires de la défense de la patrie VDP. Le chef de l'État tient à ce que les volontaires soient encadrés pour constituer une armée de réserve et en ces lieux, nous sommes là pour aménager les sites de la formation de ces volontaires qui vont apporter leur pierre dans la défense du pays. Ces centres installés au sein du site de la RAD attendent à accueillir plusieurs jeunes dans les tout prochains jours pour une formation accélérée de 45 jours pour combattre l'ennemi dans l'est de la République démocratique du Congo.
Le Conseil des Nations Unies a annoncé une session spéciale le vendredi 7 février prochain à la demande du gouvernement congolais. Plus de 16 signatures ont été recueillies pour cette séance, soit un tiers des membres requis. C'est au regard des événements survenus dans la ville de Goma au Nord Kivu entre le 26 et le 29 janvier dernier, où des combats sanglants ont eu lieu entre les forces rebelles du M23 et les troupes gouvernementales. Nous parlons à présent de la crise humanitaire et sécuritaire majeure dans la partie est de la République démocratique du Congo qui exige une mobilisation de la communauté internationale. La question était au centre de la séance d'ouverture de la 90e session du comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. La ministre des Droits humains, Chantal Tshambou-Mwavita, qui conduit la délégation congolaise, a mis en exergue les avancées significatives réalisées sur la question avec le travail réalisé par le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles. Suivez Fidèle David Luzolo-Kubanza pour plus de détails. Que dire de la prise en charge des femmes victimes? Le président de la République et le gouvernement font de la lutte contre les violences liées au conflit une priorité absolue. Tous les ministères sectoriels sont à pied d'œuvre, appuyés par le FONAREV et nos partenaires internationaux. Le Fonds national de réparation des victimes a été renforcé, permettant une prise en charge psychologique, socio-économique et médicale accrue des survivantes, notamment grâce aux cliniques mobiles. Notre gouvernement a pourvu à l'hébergement, notamment aux alentours de Goma, de nombreuses femmes victimes de violences sexuelles dans les zones occupées par les M23 et l'armée rwandaise. Le gouvernement a fait de même en faveur des femmes qui craignaient de subir des violences sexuelles, ont fui les zones occupées par les M23 et l'armée rwandaise. Aussi, le nombre de patrouilles opérées par la police aux alentours des camps, ainsi érigées au cours de la période allant du mois de juin jusqu'à ce jour, est vraiment incalculable. Cependant, nos efforts pour protéger des victimes de violences sexuelles sont sapés par l'intensification des attaques des M23 et de l'armée rwandaise qui bombardent même les camps de déplacés, hébergeant les victimes de violences sexuelles. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du comité, plus notre gouvernement déploie des efforts en faveur des femmes, plus les M23 et l'armée rwandaise amplifient leur offensive militaire et des attaques contre les civils, réduisant ainsi à néant l'effort du gouvernement. Le président américain Donald Trump a consenti à la fermeture de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, partout où celle-ci œuvre. La RDC, parmi les premiers pays francophones qui reçoit de l'aide extérieure américaine à travers l'USAID, est concernée par la suspension de cette aide par le président américain, une décision qui a des répercussions significatives dans le pays. Cette initiative soutenue par Elon Musk vise à réduire les dépenses gouvernementales et à rationaliser les opérations, mais suscite des vives critiques en raison de son impact sur le programme d'aide humanitaire et de développement. Plus récemment, l'USAID a lancé des initiatives pour stimuler l'investissement dans la croissance agricole en Afrique, y compris en RDC, en fournissant un engagement initial de 35 millions de dollars pour soutenir les petites et moyennes entreprises agricoles. Des panneaux publicitaires géants portant des messages de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo sont implantés aux abords de quelques grandes artères
comme boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe et Lumumba à Limité. Ces messages d'appel au patriotisme et de soutien à l'armée congolaise visent à rappeler aux Kinois qu'ils sont d'abord congolais et ont le devoir de soutenir les forces loyalistes qui combattent pour défendre l'intégrité du pays face à l'agression rwandaise dans la partie est du Congo démocratique. Clarisse et Coco Kapalay nous en parlent. Le boulevard du 30 juin, au centre-ville de Kinshasa, est l'une des grandes artères ciblées pour cette campagne de soutien au FARDC. Les organisateurs de cette sensibilisation l'ont sans doute choisi, puisque c'est l'une des artères les plus fréquentées de la ville de Kinshasa. Ces écrits et ces images rappellent à la population que la République démocratique du Congo est effectivement en guerre. Il faut que les habitants de Kinshasa puissent soutenir même moralement ces vaillants soldats des forces armées régulières qui combattent contre les rebelles du M23 AFC appuyés par l'armée rwandaise. La défense de la patrie est une affaire de tous. Les jeunes sont appelés à répondre à l'appel des autorités pour rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo. Ça nous rappelle qu'on est Congolais et c'est de notre devoir de soutenir nos militaires, de soutenir l'armée face à cette attaque de l'Est. On dit l'avenir d'un pays et ça dépend des jeunes en fait. Et là, nous sommes face à une situation qui nécessite beaucoup plus de force et nous savons que c'est la jeunesse qui a cette vivacité, qui a encore de la force. C'est vraiment une très belle initiative et j'encourage le jeune, premièrement en tant que jeune aussi, à adhérer à l'armée. Devant certaines entreprises publiques, les messages de soutien au chef de l'État et à l'armée régulière sont perceptibles à l'entrée. Comme nous sommes agressés par les Rwandais, nous devons faire un effort d'être tous derrière le chef de l'État. Non loin de cette entreprise, on retrouve un parti politique qui a installé un panneau soutenant les forces en uniforme et leur commandant suprême. Tous les moyens sont actuellement utilisés pour sensibiliser la population congolaise à soutenir les militaires engagés au front afin de les encourager à combattre jusqu'à récupérer les territoires occupés par l'armée rwandaise et l'air supplétif de M23. La police nationale congolaise a manifesté sa satisfaction pour l'accalmie et observé la journée du 4 février 2025 dans la ville de Kinshasa. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, a effectué la ronde à travers la capitale en félicitant la population de n'être pas tombée dans le jeu de l'ennemi de la paix. La police nationale congolaise se réjouit de la quiétude observée dans la capitale congolaise le 4 février 2025. À observer une journée ville morte annoncée sur les réseaux sociaux n'a pas été suivie par les Kinoises et Kinois. Les banques, les magasins ont reçu les travailleurs, les vendeurs dont les marchés sont dans leurs activités et le commandant de la ville a renforcé des mesures de sécurité dans certains sites stratégiques autour des ambassades dans la capitale congolaise. Dans sa ronde, Blaise Kilimbalimba a constaté que les transports en commun étaient visibles sur les artères principales de la ville dès les premières heures de la journée. Il a réitéré l'appel du gouvernement provincial à la population, appelant chacun à vaquer librement à ses occupations. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba avait réarmé le moral des agents commis à la sécurité et s'était rassuré qu'il n'y a pas de trouble. Tout laisse croire qu'il y a eu plus de peur que de mal. Aucune poche de tension n'a été identifiée aux abords des ambassades occidentales et du quartier général de la MONUSCO, moins encore dans différents carrefours. Le dispositif sécuritaire déployé par la police était renforcé aux abords des représentations diplomatiques ainsi que sur toute l'étendue de la ville pour prévenir à toute éventualité. Pour rappel, la veille, le gouvernement provincial de Kinshasa avait réaffirmé sa décision d'interdire toutes les manifestations jusqu'à nouvel ordre. Après la rencontre avec le chef de l'État Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayoulou, l'Église catholique et protestante qui ont initié les consultations de la classe politique
en vue d'un dialogue pour faire sortir le pays de la crise ont présenté ce mercredi à la presse leur démarche coulée dans le pacte social pour la paix. Monseigneur Abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, et le pasteur Eric Senga de l'ECC ont expliqué à la presse que le pacte social pour la paix obéit à une approche mixte interne et internationale. Toutes les couches sociales ainsi que les parties prenantes au conflit seront approchées par la SENCO et l'ECC, suivi tour à tour à Monseigneur Abbé Donatien Cholet et le révérend Eric Senga. Alors, par rapport au contact avec l'M23, je vous dis simplement que nous avons une bonne expérience qui a fonctionné. Quand M23 occupait une bonne partie de l'Est, juste, je crois, Kabumba, entre Rutshuru et Goma, nous, la SENCO, nous sommes allés, c'était en pleine guerre. La SENCO était représentée par 5 évêques que j'accompagnais. Alors c'était vraiment pendant la guerre. Nous sommes allés, on a pris des contacts préliminaires aussi avec eux pour nous assurer qu'ils ne vont pas nous enlever quand on va arriver là-bas. Et on est arrivé, nous avons échangé avec eux, nous avons dit ce que nous croyons comme bien du pays dans cette crise. Ils ont donné leur cahier des charges que nous avions donné à qui des lois. Donc, on est dans la même philosophie. Ce n'est pas quelque chose... et à ce moment-là, ce n'était pas le président Tshisekedi qui était au pouvoir, c'était le président Kabila qui était au pouvoir. Donc, vous voyez que nous sommes là, nous ne tenons pas compte des individus, mais nous tenons compte du pays. Alors, le pacte social pour la paix obéit à une approche mixte. Cette approche est à la fois interne et internationale. En ce qui concerne les aspects internes, le pacte vise la construction du consensus national autour des valeurs ontologiques des Ubuntu et qui ont fait preuve dans l'histoire de notre pays en ce qui concerne la résolution des conflits politiques ou militaires et même des conflits ethniques ou communautaires. Donc aujourd'hui, nous avons une bonne expérience à puiser à partir de cette approche de Ubuntu qui passe éventuellement par la discussion ou alors par le dialogue, parce que le concept de dialogue devient évolué à un moment au niveau de l'imaginaire collectif. Le président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Dieudonné Kamoleta, a pris part à la 8e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles et des conseils constitutionnels africains et des pays arabes qui se déroule au Caire en Égypte. Cet événement a souligné l'importance cruciale de la constitutionnalité dans le développement des peuples africains. Dieudonné Kamoleta Badibanga a dirigé un panel sur les dispositifs juridiques en période exceptionnelle. Son intervention a mis en avant l'importance de protéger les droits et libertés en période de crise, comme nous le confirme Elvis Ibama. Caire, capitale de l'Égypte, accueille la 8e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnels et des conseils constitutionnels africains et des pays arabes. Cet événement souligne l'importance cruciale de la constitutionnalité dans le développement des peuples africains. Au centre des discussions, Dieudonné Kamoleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature de la République démocratique du Congo, a apporté une contribution significative sur le partage d'expériences sur le contrôle des constitutionnalités en cas de circonstances exceptionnelles. En date du 3 mai 2021, le président de la République a proclamé l'état de siège sur une partie du territoire de la République, précisément dans la partie est de la RDC, qui connaît de troubles suite à l'invasion, à l'instrumentalisation de certains membres ou de certains groupes par les États voisins.
le président de la République a saisi dans le cadre de l'état de siège la Cour constitutionnelle pour qu'elle celle-ci dise si les ordonnances du 24 mai 2021 dérogeaient ou non à la Constitution. Cette réunion représente une étape clé dans la consolidation de la gouvernance constitutionnelle en Afrique. Elle permet d'échanges d'idées sur la manière dont les systèmes constitutionnels peuvent soutenir le développement et la stabilité, surtout dans un contexte souvent marqué par des crises politiques et sociales. Dieudonné Kamuleta Badibanga a dirigé ces jours un panel sur les dispositifs juridiques en période exceptionnelle. Son intervention a mis en avant l'importance de protéger les droits et libertés en période de crise. Il a également souligné les défis uniques auxquels la RDC fait face, notamment la continuité de l'état de siège et les troubles persistants dans l'est du pays. Un regard au quartier Kankontoué dans la ville de Likasi sous les eaux, à la mauvaise canalisation des eaux à la suite des travaux de réhabilitation de la route Kambov serait à la base des dégâts causés par les eaux. La population de ce quartier a lancé un appel du côté des autorités pour la ville pour des solutions à Zidouane. Images et commentaires. Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, à l'instar des autres villes du Haut-Katanga, la ville de Likasi est confrontée ces derniers temps à des pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville, causant parfois des dégâts matériels importants. Après la forte pluie qui s'était abattue dans la ville, dans le quartier Kankontoué, le spectacle est désolant. Aucune perte en vies humaines n'avait été signalée, mais les victimes n'ont fait que constater les dégâts matériels. Plusieurs maisons sont inondées de l'eau et de la boue, les meubles, les appareils électroménagers et d'autres biens de valeur totalement mouillés. Les habitants du quartier lancent un appel aux autorités et à l'entreprise China Civil Engineering Construction Corporation pour trouver des solutions aux problèmes de canalisation pour empêcher les eaux qui déferlent dans leurs maisons à chaque tombée de pluie. On a construit le caniveau pour recueillir toutes les eaux de collines en amont. Alors, toutes les eaux qui proviennent de ce côté-là se déversent ici. Une partie passe par ici et une autre derrière. Nous demandons aux autorités de revoir cet endroit. C'est dangereux pendant les pluies. Nous partons au champ et laissons les enfants qu'ils viennent réhabiliter ce caniveau. Il ne peut pas être orienté vers les maisons. Cette affirmation est soutenue par le chef de quartier Kankontoué qui fait le même plaidoyer avant de pointer du doigt l'entreprise qui effectue les travaux pour éviter le pire lors des prochaines pluies. Sur cette route, sur route Kambov, il y a les bus qu'on avait placés par la société qui avait construit la route qui ont canalisé les eaux de pluie dans d'autres parcelles, dans d'autres maisons. Alors, il y a eu vraiment plusieurs maisons qui étaient inondées, même du côté de Karisha, même sur route Kambov. Alors, nous demandons peut-être à la société qui avait construit cette route de revoir, soit de bien canaliser les eaux qu'ils ont canalisées dans des maisons d'habitation pour éviter les pires prochainement. Situé dans la commune de Panda, le quartier Kankontoué est régulièrement confronté à des inondations pendant la période pluvieuse. Les derniers dégâts matériels enregistrés relancent la question de l'aménagement urbain et de la gestion des infrastructures dans la ville. Une réponse rapide de la part des autorités et des responsables de l'entreprise de construction épargnerait la population le pire. Et les travaux de construction du Dalo au site Sampa dans la ville de Boma ont repris après près de 2 semaines, près de 2 mois d'arrêt. Un ouvrage d'importance capitale pour la ville de Boma visant à protéger la route nationale numéro 1. La société civile avait manifesté son inquiétude par rapport à l'arrêt des travaux causés par la montée du fleuve Congo. Images et commentaires. Après une longue attente accentuée par la montée des eaux du fleuve Congo, les travaux de construction du Dalo au site Sampa, dans la ville de Boma, dans la province du Congo central, à l'ouest du Congo démocratique, ont officiellement repris. Sur le terrain, les engins de la société chinoise Crexet
en charge de l'exécution du projet sont à pied d'œuvre pour rattraper le retard causé par la montée des eaux du fleuve Congo. Une situation qui avait contraint l'équipe technique à suspendre les travaux suscitant des inquiétudes au sein de la société civile et de la mairie. Cette société chinoise exécute les travaux sous la supervision de l'Office des routes et l'Agence congolaise des grands travaux. On avait souffert du problème de la montée d'eau. Maintenant qu'on est au plus bas niveau et nos travaux vont se poursuivre jusqu'à... L'activité, c'est le passage de piétons en plein travail. Vous étiez d'ailleurs présent, vous avez vu. La machine est en train de fonctionner, de travailler, il y a des passants. On risque d'être blessés, donc c'est ça le vrai problème qu'on a. Problème de la SNEL, on a déjà soulevé, posé le problème même à la mairie. Ici, là, il faut prendre des solutions pour cela, pour assainir notre zone de travail, pour qu'ils puissent travailler. Ce DALO est un ouvrage d'une importance capitale pour la ville de Boma. Il vise à protéger la route nationale numéro 1 contre les inondations et à garantir une meilleure évacuation des eaux de ruissellement. Au lancement de ces travaux visant à protéger la route nationale numéro 1 contre les inondations, plusieurs aspects n'avaient pas été suffisamment pris en compte, ce qui a eu un impact significatif sur l'avancement du chantier. Parmi ces défis figure l'évacuation sans incident des câbles électriques alimentant l'unique usine de la Régie des eaux dans la ville, la protection du tuyau principal acheminant l'eau vers le réservoir, ainsi que l'absence d'une solution alternative pour les passagers empruntant cette route menant à la mairie, centre de l'administration publique de Boma. Le chef de la voirie urbaine a toutefois rassuré que dans cette phase de relance, toutes ces contraintes ont été étudiées et prises en compte. Il affirme que les travaux ne dureront qu'un mois et a appelé la population au calme et à la patience. À la population, le calme, et que la population puisse compter aux ingénieurs que nous sommes, que ces travaux ne vont pas handicaper surtout les passagers. Nous avons eu à arranger devant la régie des eaux, donc pour les véhicules aussi il n'y a pas assez de problèmes. Et donc je pense que le problème sera résolu dans un mois. Avec cette relance, la mairie et les autorités locales appellent la population à la patience et à la prudence aux abords du chantier. La fin des travaux est annoncée dans un délai d'un mois, sauf imprévu. Le séminaire des entrepreneurs des petites et moyennes entreprises du Maniema, qui sera organisé dans les prochains jours, était au cœur des échanges ce mercredi entre Samuel Amissi Kalumia, représentant de l'Agence nationale du développement de l'entrepreneuriat, et Dr Papi Omeonga Chopa, président de l'Assemblée provinciale intérimaire. Les détails avec Roger Ebonidanzega. En prévision du processus de l'octroi des microcrédits aux opérateurs économiques de petites et moyennes entreprises de la province du Maniema, l'ingénieur Samuel Amissi Kalulumia, directeur provincial de l'ANADEC, a été reçu ce mercredi 4 février 2025 par le président de l'Assemblée provinciale ad intérim, Dr Papi Omeonga Chopa. Au cours de leur entrevue, il a été question aux responsables de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC en Sud, de mettre au parfum le président de l'organe délibérant le feedback des séances de travail qu'il a eu avec la directrice générale adjointe, Mme Hélène Wakuru, en prévision de l'encadrement financier que cette institution va apporter aux entrepreneurs économiques du Maniema. Se confiant à la presse, le directeur provincial de l'ANADEC annonce la session de formation qui sera organisée à l'intention des opérateurs économiques du Maniema d'une façon séquentielle par palier de 20 personnes. Cette formation est l'une des conditions sine qua non pour être éligible au fonds de FODGEC. Nous en venons à la lecture de ce communiqué du secrétariat général de l'environnement et développement durable DGRAD, communiqué officiel numéro 002 secrétariat général EDD
2025 et numéro 001 DGRAD/DG/2025, le secrétariat général de l'environnement et développement durable et la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD rappellent aux opérateurs économiques exploitant les installations classées de la catégorie 1A assujetties aux taxes rémunératoires annuelles TRA et de pollution TAPO que la déclaration des éléments d'assiette taxable intervient au plus tard le 31 mars de l'exercice. Ainsi, les opérateurs concernés sont invités à déposer leur déclaration auprès de la direction à des établissements humains et protection de l'environnement, 6 avenue Papa Iléo, ex des cliniques, numéro 15 dans la commune de La Gombe, conformément à l'article 7 de l'arrêté interministériel à numéro CAB/mine/EDD/004/2020 et numéro CAB/mine/finance 2020/071 du 24 juillet 2020 au plus tard le 31 mars 2025. Le paiement des 10 taxes pour l'exercice en cours devra intervenir au plus tard le 15 juin pour la TRA et le 15 juillet pour la TAPO, conformément aux dispositions légales. Fait à Kinshasa le 22 janvier 2025, signé le directeur général de la DGRAD, Étienne Ochudi Lutula, le secrétaire général à l'EDD, Benjamin Touarambe Bamoninga. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Les forces loyalistes attaquées dans ces positions, selon le porte-parole du gouvernement Patrick Moya, le M23 a rompu le cessez-le-feu qu'il avait déclaré le 3 février 2025. Un dévoilement ce 5 février 2025 du pacte social pour la paix de la Senko et l'OCC, une initiative des chefs de l'Église catholique et protestante pour sortir le pays de la crise. Monseigneur Abbé Cholet et le révérend Eric Senga de l'ECC l'ont expliqué à la presse. Vous le savez déjà, le site devant accueillir les activités de la réserve armée de la défense déjà disponible pour la formation des jeunes volontaires patriotes pour 45 jours. Le général-major Audace Souka, chargé de mobilisation et recrutement, est déjà sur place à Bénin pour exécuter la mission lui confiée par le chef de l'État visant à encadrer la jeunesse. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.